Salut à tous, c'est le retour gagnant. Il y a eu une petite trêve olympique, on vous a laissé tranquille, mais là on a 2 semaines à débriefer tous ensemble, on a beaucoup de choses à vous dire. Yannick Sinner a perdu contre quelqu'un d'autre, Carlos Alcaraz, 2 fois déjà cette saison. On va en parler, est-ce qu'il y a crise ou non? On va voir. Carlos Alcaraz, lui, est le meilleur joueur du monde, il le prouve depuis le début de cette année où il n'a pas perdu. On va parler d'Arthur Fils aussi, qui est en finale contre Alcaraz à Doha et qui revient de blessure, qui est très convaincant. On parlera du top 10, on parlera de Moïse Kouamé, parce qu'on va en parler toutes les semaines, de notre Français qui est rentré dans le top 400 mondial. Et tout ça avec Laurent Verne et Georges Goven. Comment ça va, messieurs? Salut Romain. Impeccable, très bien. On est en phase, je dirais, préparatoire des premiers Masters 1000 avec ces tournois sur dur où les meilleurs sont là. Quelques-uns, notamment Alcaraz qui a gagné la semaine dernière, il se repose, Sinner aussi, mais les autres, ça joue partout. Ça prépare ces 2 gros événements aux États-Unis. C'est les premiers temps forts de la saison après l'Open d'Australie, et on va voir un petit peu ce que ça donne tout ça. Vous avez pu suivre le dur un petit peu, parce que vous étiez plutôt sur Rio de Janeiro, la pluie. On était surtout sous la pluie, mais pour parler très brièvement de Rio, on a quand même eu une leçon de courage le dimanche d'Etcheverry pour qu'il gagne son premier ATP. Il a joué quoi? Il a joué pratiquement 6 heures dans la même journée. Un match déjà incroyable. La demi et la finale. Un match incroyable en demi. On s'est dit, il va être cuit. Il est mené 1-7, un break. Et franchement, quelle force de caractère pour aller chercher ce match 6-4 au 3e. Et c'était prenant, vraiment, alors que tout le monde disait, putain, une finale, Tabilo, Etcheverry, ça fait pas rêver. Finalement, ceux qui ont été devant leur écran ce jour-là, je pense qu'ils se sont régalés comme nous, on s'est régalés à le commenter. Ça a été un peu plus dur que pour Alcaraz. La finale de Carlos Alcaraz, on va en parler, où il a dominé assez largement, 6-2, 6-1, Arthur Fils. Mais on va commencer avec Yannick Sinner, si vous le voulez bien, messieurs, parce que Yannick Sinner, on se souvient de sa défaite en demi-finale de l'Open d'Australie face à Novak Djokovic. Il a perdu en quart de finale à Doha contre Jakub Mensik en 3 manches, alors qu'il a gagné le 2e set, et on se dit, il va faire comme d'habitude. Finalement, il perd, il se fait breaker d'entrée dans le 3e et il perd. Est-ce que c'est inquiétant, Georges? Inquiétant, c'est un grand mot. C'est un petit peu surprenant par rapport, je dirais, à ce qu'il a produit en 2025 sur dur, qui était exceptionnel, tellement exceptionnel qu'on se dit, est-ce que c'est possible de le reproduire chaque année? Ça me paraît dur. Et les 2 autres éléments que je mets en avant, c'est qu'il a perdu contre 2 joueurs, notamment Mensik, qui ont probablement fourni un de leurs meilleurs tennis de leur carrière sur ce match. Il est humain, ça prouve que quand il a un adversaire qui est capable de jouer aussi vite et même peut-être plus vite que lui de temps en temps et plus fort, il peut perdre. Et le 2e élément que j'amènerais, c'est je trouve qu'il est en train d'essayer de faire évoluer son tennis, faire un tennis plus vers l'avant, un peu plus de service volé. Il a progressé au service encore. Est-ce que tout ça, c'est pas suffisamment en place et ça perturbe pas son jeu d'origine qui est 2 coups fantastiques de fond de cours et puis ça me suffit pour gagner. Voilà, tout ça à mettre un petit peu entre parenthèses pour voir sur la suite et notamment sur les 2 Masters 1000 comment il va être. Moi je dis pas d'inquiétude quand même parce que son niveau est bon, il est en demi, il perd contre un exceptionnel Djoko quand même. Les autres matchs il a gagné, sauf celui contre Spitziri où il était en difficulté, mais les autres il les a bien gagnés. Voilà. On parle de ça, on parlerait pas de ça pour quelqu'un d'autre, on parle de ça parce que Sinner, Laurent, c'est 6 défaites en 2024, c'est 6 défaites en 2025, et là, il y en a déjà 2, et souvent ces défaites, c'est contre Carlos Alcaraz, là, ce sont contre 2 autres joueurs, c'est ça qui interroge surtout. Ouais, c'est pour ça que je dirais que je suis d'accord, c'est pas inquiétant, en tout cas c'est trop tôt pour s'inquiéter, c'est un signal, c'est une alerte. Là, il a perdu autant en 2 tournois en 2026 contre des joueurs qui ne s'appellent pas Carlos Alcaraz que sur toute l'année 2025. Il y avait eu 2 défaites, une à Halle contre Bublik. Il avait encore la tête et les jambes à la finale de Roland, et puis le match à Shanghai où il abandonne contre Griekspoor. En dehors de ça, où il gagnait le tournoi, où il perdait en finale contre Alcaraz. Donc là, effectivement, c'est un signe, mais c'est un signe par rapport aux standards assez délirants qu'il nous avait imposés ces 2 dernières années. Donc, il part sur une base qui est hors de la norme. Maintenant, je pense que son avantage aussi, c'est que c'est peut-être le bon moment pour que ça arrive. Il y a 4 mois entre l'Open d'Australie et Roland-Garros.
Après, il y aura 3 tournois du Grand Chelem presque en moins de temps entre Roland et l'US Open. Donc là, c'est la période où les joueurs peuvent se poser, réfléchir, Et on rappelle analyser aussi, et travailler. pour aller dans ton sens, qu'il n'a pas joué pendant cette période-là, qu'il n'a aucun point à défendre. Il était suspendu l'an passé, il était revenu à Rome après l'Open d'Australie. Donc là, c'est vraiment le moment pour travailler. Ouais, mais je pense que le classement, je dirais pas qu'il s'en moque, mais en tout cas, là, c'est pas sa priorité du moment. Le classement, il y pensera plus tard dans la saison peut-être, mais là, il doit trouver des solutions. Et d'abord, c'est vrai que jusque-là, finalement, Alcaraz et lui, ils n'avaient qu'à s'occuper de l'autre. Presque, ils rentraient dans un tournoi, ils attendaient, je schématise évidemment, mais ils attendaient la finale contre Alcaraz pour Sinner et contre Sinner pour Alcaraz. Là, s'il se met à perdre régulièrement contre d'autres joueurs, ça va changer la donne pour lui, les données du problème. C'est pour ça que je pense que ce sera important pour lui, la tournée américaine à Miami, à Indian Wells puis Miami. Pas tant pour des histoires de titres et de points ATP, mais pour savoir si c'est juste un accident ou 2 accidents ou si ça devient une trend, comme on dit, un peu plus durable. Ouais, Georges, tu parlais du fait qu'il veuille faire évoluer un peu son jeu. Est-ce que la défaite assez sèche de la finale de l'US Open lui a pas fait comprendre qu'avec ce jeu-là, il était moins fort que Carlos Alcaraz? Et donc, parce qu'il y a toujours quand même ce côté Alcaraz dans sa tête, forcément, c'est lui qui le veut battre. Est-ce que ça ne l'a pas fait évoluer son jeu et tu le disais, être un peu en période de doute contre certains parce que tout n'est pas encore bien en place. Le fait qu'Alcaraz soit au-dessus de lui sur la dernière saison? Évidemment qu'avec son staff, son coach, il analyse un petit peu chaque match et chaque défaite contre Alcaraz. Il réfléchit à ce qui lui manque pour gêner encore plus et battre Alcaraz. Et il travaille justement sur les points sur lesquels il peut gagner des points plus facilement, sur les points où il va obliger Alcaraz à tirer le passing supplémentaire, enfin, toutes ces choses-là. Et effectivement, ça peut prendre un peu de temps. Pour rebondir sur ce que disait Laurent, mais vous savez, Alcaraz, il a eu un match très dur aussi contre Khachanov. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Un super premier set. Voilà. C'est pour ça que on est aussi avec quelques joueurs qui, quand ils jouent bien, qui se posent pas de questions, et ils s'en posent surtout pas quand ils jouent Alcaraz et Sinner, parce qu'ils ont vraiment tout à gagner, ils sont capables de faire des choses étonnantes. Et on l'a vu notamment avec Mensik, qui m'a bluffé. Sur un match, parce que le match derrière, c'était pas la même chose. Ouais, c'est une question de confiance aussi. Le match que Sinner a perdu, peut-être qu'Alcaraz ne l'aurait pas perdu parce que lui, il est en confiance. On va basculer sur Carlos Alcaraz parce que il a joué 12 matchs, je crois, cette année. Il a gagné les 12, 2 tournois, l'Open d'Australie et à Doha la semaine dernière, en étant à son meilleur niveau quasiment tout le temps. Il y a eu une vraie alerte en demi-finale de l'Open d'Australie, mais sinon, il y a eu ce set perdu contre Khachanov. Mais je trouve qu'il se fait plaisir, ça se voit, Laurent, il se fait plaisir sur le court. On a quelques images à vous montrer de la finale contre Arthur Fils, mais il est en confiance. Et donc, même quand il est un peu en difficulté sur un point, il va tenter des choses parce que c'est quelqu'un qui défend pas finalement. Il contre-attaque tout le temps et quand on est en confiance, ça passe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il défend pas, mais en même temps, aujourd'hui, pour moi, c'est le joueur qui attaque le mieux et qui défend le mieux. Alors, on met ce qu'on veut dans ce terme défense, mais il a une couverture de terrain qui est incroyable, une vitesse de déplacement, un sens de l'anticipation aussi que je trouve effarant. Donc, il y a un côté, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui contre ce Carlos Alcaraz-là? Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et à part dans des matchs où il va ouvrir la porte ou pour des raisons physiques, parce que même si Zverev a été énorme dans cette demi-finale, il faut quand même pas oublier aussi qu'il y avait eu cette alerte physique très sérieuse qui avait quand même changé la donne. Mais sinon, c'est presque insoluble aujourd'hui de jouer Carlos Alcaraz. Et c'est d'autant plus impressionnant que franchement, quand le début de l'année, quand la saison a commencé, il y avait presque plus d'interrogations sur lui qu'autour de Sinner. Sinner, il arrivait en Australie, dans son jardin, où Alcaraz n'avait jamais vraiment bien joué. Il y a eu cette séparation avec Juan Carlos Ferrero. On s'était dit, il y a des points d'interrogation. Ouais, maintenant, il n'y a plus que des points d'exclamation. Il a répondu à tout. Et là, il est sur une dynamique. Et puis, sur la continuité de l'année dernière, on sent qu'il veut vraiment plus jamais lever le pied de l'accélérateur. Parce que des fois, il manque ses débuts de match, un peu Carlos Alcaraz. On sent qu'il prend du temps parce qu'il a de la marge. Là, il manque pas ses débuts de match. Il gagne tous ses sets quasiment. J'ai envie de dire que sa seule faiblesse aujourd'hui,
c'est quelquefois ce mental où on a l'impression qu'il tente des choses ou qu'il est moyennement dedans. Après, il sert le jeu, mais c'est dangereux. Parce que contre Khachanov, c'est un break quand même. Hein. Il a le break d'entrée au second Khachanov, mais là, il est capable de hisser. C'est là, il est capable de passer cette vitesse supérieure. Mais il y a toujours ce petit risque de je suis confiant, je suis bien, je fais pas trop attention au début. Ça peut éventuellement lui jouer des tours. Mais alors, les qualités. Moi, j'ai jamais vu un joueur aller aussi vite sur le terrain en couverture de terrain. Et il a une qualité qui est exceptionnelle, qu'on apprend aux jeunes joueurs très tôt. Il n'y a aucune balle impossible. Et c'est comme ça qu'on progresse en tennis. Parce que si, dans la tête, on se dit, celle-là, je ne peux pas l'avoir, je m'arrête, comment on va progresser? Comment on va se rendre compte qu'on se rapproche de la balle? Et lui, je pense que dès tout petit, il a couru pour se rapprocher des balles. Et aujourd'hui, comme disait Laurent, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais vous montrer, messieurs, des points de Carlos Alcaraz. On va regarder ça tout de suite face à Arthur Fils en finale, où on sent qu'il est jamais débordé. Dès qu'Arthur Fils, Arthur Fils, il arrive à jouer le long de la ligne avec de la puissance. Alcaraz, il remet du volume, il remet de la longueur, et on va le voir il y a plusieurs exemples pour ça. Cette capacité à jamais être débordé, et surtout, Arthur Fils, ces points-là, il les gagne contre 95-98% des autres joueurs, et pas contre Alcaraz. Là, il est en bout de course, encore une fois, et Arthur Fils, lui, il ne sait plus trop quoi faire, il fait ses erreurs. La meilleure défense, c'est la contre-attaque. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Oui, il est constamment dans la volonté de reprendre l'initiative. Alors, c'est pas possible sur chaque frappe, évidemment. Il y a des moments où il est quand même débordé, mais il va toujours avoir, Alcaraz, cette ambition de reprendre le contrôle de l'échange, constamment. Ça, c'est vraiment frappant chez lui, je trouve. Il y a une raison à ça. Je pense que c'est le joueur le plus gainé du circuit, et c'est le joueur, quand il est en difficulté, il est capable d'équilibrer son corps. Ça part pas dans tous les sens, ça tient. Et le fait que ça tienne, ça lui permet de frapper dans des positions, j'ai envie de dire, pratiquement impossibles. Et comme vous le soulignez, de cette position impossible, comme il est gainé, il est solide, il arrive à renverser un petit peu le jeu, là où beaucoup de joueurs remettront un coup de défense. Lui, il est solide, ça tient dans la course, et il arrive à frapper très fort. Mais est-ce que ça peut être un axe de travail pour celui qui est en face, de se dire, parce que je pense que Arthur Fils, sur certains points, il s'attend à avoir une balle plus facile. Mais contre Alcaraz, réussir à dans sa tête, se dire, je ne vais pas forcément avoir une balle facile, et être prêt à se mettre quasiment en défense derrière. Moi, je pense que ça renforce la difficulté, ça pousse peut-être aussi à la faute d'une certaine manière, parce que tu sais qu'avec l'énergumène qui est en face, tu vas devoir en mettre plus, parfois en mettre trop, parce que sinon ça va revenir, et ça va revenir aussi vite que c'est arrivé. Donc moi, je pense que ça complexifie la chose, donc ça impose peut-être d'essayer d'autres choses. Mais vous savez, à la Fédé et à la Fédération française de tennis, on a une batterie de tests qu'on fait passer à tous nos jeunes joueurs et même aux joueurs, et surtout ces batteries de tests permettent de voir où ils en sont et permettent de les aider à évoluer et à progresser. Moi, j'aimerais voir une batterie de tests d'Alcaraz, ça doit être phénoménal. Non, ça doit être phénoménal. Vous savez, l'étoile, l'aller-retour, le machin, tous les trucs comme ça, mais j'aimerais voir à quelle vitesse il fait tout ça, parce que je pense qu'on prendra une claque dans la figure tellement il va vite. Et Arthur Fils, je me souviens, quand il était dans la Next Gen, gagnait tous les tests. Les tests parmi les joueurs 2004-2005. C'était le plus fort, donc il en est pas très loin. Et Arthur Fils, il est bien gainé aussi. Hein. Oui. Le gainage est extrêmement important en tennis, parce que c'est ce qui vous permet, dans les courses et dans les frappes difficiles, que ça s'écroule pas, que tout tienne, et qu'on arrive à libérer le bras, parce que le bas du corps tient, parce qu'on est ancré dans le sol, ou qu'on est en extension sur une course, mais on s'écroule jamais. Et lui, c'est vraiment ça. Le joueur ultime qu'on attend, qu'on a espéré avec Roger Federer ou avec d'autres, est-ce que c'est vraiment le joueur qui n'a plus de marge de progression? Parce que il va peut-être à un moment donné dans sa carrière avoir des moments de moins bien où il va falloir qu'il progresse et qu'il trouve des solutions. Là, on a l'impression qu'il ne peut pas être meilleur que ça, et qu'il peut, alors peut-être un petit peu au service, Laurent, sur ses statistiques, mais on se dit qu'il a peut beaucoup pas progressé mieux quand même au faire. service. Depuis un an, c'est probablement le coup sur lequel il a le plus progressé. Après, il y a toujours, comme dit Georges, c'est presque plus une question d'intensité d'un bout à l'autre, d'un match et d'un tournoi. Pour moi, son chef-d'œuvre aujourd'hui, ça reste l'US Open de l'année dernière, où jamais j'avais eu à ce point l'impression qu'il était impliqué à 2000% du premier point du premier tour à la balle de match de la finale. Là, ça avait été vraiment
très 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 impressionnant. C'était peut-être un tout petit peu en dessous à ce niveau-là en Australie, mais indépendamment de l'alerte physique en demi contre Zverev. Mais pour moi, il y a quand même vraiment quasiment rien à non seulement acheter, mais même on est sur de l'ultra fignolage maintenant avec lui. Mais par rapport à ce que vous disiez, Romain, je trouve, il progresse là-dedans dans la mesure où on sent qu'aujourd'hui, il veut plus lâcher un match, quoi. Et ça l'amène à progresser justement dans ce qui était sa faiblesse, c'est-à-dire cette concentration, comme disait Laurent, du premier au dernier point. Il est en train petit à petit d'y arriver. Il en lâche de moins en moins des sets et des points, ou alors il faut que les mecs fassent des sets exceptionnels, comme ça a été le cas de Khachanov. Mais vous avez vu qu'il a rien lâché derrière. Et ça, c'est une qualité aussi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de doute dans sa tête quand même. Non, ou alors s'il y a du doute, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Et il a les solutions et il a les armes. C'est ça qui est incroyable. Il a les solutions à presque tout, quoi. Un joueur qui fait service-volée, il va vous planter des passings en 2 temps dans les pieds, il va tout retourner, il va lui aussi monter à la volée. Un joueur qui joue au bombé du fond du court, il va écraser la balle dans tous les côtés. Enfin bon, il n'y a pas beaucoup de choses où il n'a pas la réponse. Il a un luxe ultime pour moi, c'est que il sait quand il rentre sur le court contre n'importe qui, sur n'importe quelle surface, que tout dépend de lui d'une certaine manière. S'il fait ce qu'il doit faire, et comme il sait le faire, il va gagner. Et ça, c'est vrai même contre Sinner. Et c'est probablement ce qui les sépare le plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Alcaraz va battre Sinner à chaque fois. Ça veut dire que Sinner, il sait quand même que si son adversaire, Carlos Alcaraz, il est vraiment sur le toit de ce qu'il peut faire, ben pour lui, ce sera, je dirais pas impossible, mais vraiment extrêmement compliqué. Je regardais un article, je ne sais pas si c'est toi qui l'as écrit, en 2015, Novak Djokovic a dépassé les 16 000 points au classement ATP, c'est un record. Carlos Alcaraz, il a 13 400, quelque chose comme ça. Il domine le tennis mondial, Sinner est peut-être un petit peu moins bien. Il doit avoir 400 points à défendre sur les 2 Masters 1000 aux États-Unis. Il va se rapprocher des 15 000 et pourquoi pas au fur et à mesure, parce qu'il n'a pas joué Madrid non plus, l'année dernière. Après, sur Terre, il avait quand même gagné Monte-Carlo, Rome et Roland. Donc il aura quand même, ce sera compliqué pour lui. Il avait finale, je crois, aussi à Barcelone, peut-être. Non, je parle vraiment d'ultra-domination, sans forcément parler chiffres. Non, mais pour le record, tu as raison, parce que techniquement, c'est possible. Et effectivement, c'est maintenant, au mois de mars, qu'il peut, peut-être pas aller le chercher, mais en tout cas s'en rapprocher. Parce que c'est vrai qu'il n'avait pas fait une super tournée américaine l'année dernière, en tout cas dans ses standards à lui, quoi. Et puis peut-être dernier élément qui, je pense, compte dans la saison d'un joueur, la programmation. S'il est friand d'exhibes, hein. Alors les exhibes, ça rapporte beaucoup d'argent. Alors là, il s'amuse, il se fait encore plus plaisir. Mais par rapport à un programme un peu rigoureux pour aller gagner tous les grands chelems, il faut qu'il fasse attention à ça avec son team. Mais la transition Ferrero, son nouveau team, c'est plutôt bien passé. Étonnamment bien passé. Étonnamment bien passé. Par contre, tu disais, on en parlait un petit peu avant l'émission, qu'il y a une petite euphorie quand on n'a pas de coach vraiment attitré qui dure un temps, mais il faut retrouver une structure solide. Est-ce qu'on peut imaginer un ancien grand joueur, comme c'était le cas de Ferrero, le rejoindre dans les mois à venir ? C'est peut-être qu'il va demander à Nadal. Non, mais je sais pas, c'est possible. En tout cas, la barre de connaissances, d'expérience et de ce que peut lui apporter un coach va être très haute parce que, je veux dire, il sait tout faire. Techniquement, il n'y a pas beaucoup de déchets. Donc, il a toujours un team autour de lui. Il n'est pas tout seul. On voit dans la boxe, ils sont 6 ou 7 tout le temps. Donc, il a une grosse armada derrière. C'est vraiment une petite écurie de F1. On va parler d'Arthur Fils, on va parler de coach aussi, justement, parce qu'il est avec Goran Ivanisevic maintenant. Mais avant de parler de Goran et de l'effet Goran, il vous a plu, à tous les deux, hein, je vous pose la question, ce Arthur Fils de début de saison? Moi, je trouve que ce qu'il a bien fait, déjà, c'est différer un peu son retour, parce qu'il n'est pas arrivé, il l'avait fait à Toronto l'année dernière, où il n'était pas très bien, il était juste revenu faire un tournoi comme ça, il devait venir en Australie, dit non. Et il est arrivé après, en ne perdant que 3 matchs face à des joueurs du top 10 mondial, dont cette finale contre Carlos Alcaraz. Mais j'ai l'impression que tout est bien calculé, en tout cas chez lui, pour ce retour. En tout cas, il a pris son temps. Parce que si on refait un petit peu l'historique, fracture-fatigue du dos, c'est un joueur qui est très cambré, qui est puissant, qui se servait beaucoup de son dos au niveau du service. Donc, revenir en compétition pas trop tôt, pour bien renforcer, remettre tout ça en place, ça me paraissait extrêmement important pour lui. Je pense qu'il le dos, c'est le pire.
quand on est tennisman. Oui. Enfin, c'est le pire, non, en tout C'est cas. le plus long Il y à a plein soigner. de trucs pires, mais Kwame a eu ce problème aussi au dos de fracture de fatigue. Le dos, il travaille beaucoup chez un joueur de tennis et on ne peut pas se permettre d'avoir une sangle abdominale et un dos très, très solide. Donc, il a fait l'effort, ça, il a dû ronger son frein pour prendre son temps. Et je dirais, ça se retrouve aujourd'hui dans son jeu parce que sur ce tournoi de Doha, moi, je l'ai trouvé à la fois très très bon, je l'ai trouvé dans le rythme. On aurait pu se dire, ça va prendre un peu de temps qu'il retrouve le... Mais tout de suite, il a été dedans, il a pas lâché beaucoup de jeux au début. L'attitude très bonne, c'est-à-dire toujours guerrier comme il est, mais en même temps, je veux pas dire humble, mais posé, pas tout fou. Et puis il a toujours Très calme quand il gagne contre Mensik, on le voit après la balle de match, il est serein, travail accompli et on passe exactement. au match. Et toutes les qualités qu'on lui connaît, c'est-à-dire un revers somptueux, il est pratiquement indébordable côté revers. Le service, visiblement, il a bien géré le fait de changer un petit peu peut-être sa position, cambrer un peu moins, bien pousser vers l'avant. La puissance, il l'a. Top 10, ça me paraît vraiment quelque chose qui est tout à fait possible pour lui, au vu de son dernier. Après, et au vu du nombre de points qu'il va pouvoir glaner sur la fin de saison, parce que sa saison réellement s'est arrêtée au 3e tour de Roland-Garros quand il ne rentre pas sur le court blessé. Après, je pense que la finale lui montre encore le chemin à parcourir s'il veut rivaliser avec les tout meilleurs. Il a pris une leçon d'Alcaraz, mais je pense qu'il le prend bien et que ça va le servir. Et puis la jonction d'un nouveau coach, comme vous l'avez dit, ça peut être intéressant. Laurent? Je pense qu'il est plutôt en... Je ne sais pas si c'était fixé des temps de passage, mais une finale en 500 dès son deuxième tournoi ou troisième, je ne sais plus, troisième, ouais. Pas un petit 500, il y avait les 2 meilleurs joueurs du monde. C'est bien, franchement, c'est très très bien pour lui. À mon avis, ça va lui donner de la confiance. Peut-être, je ne sais pas s'il avait besoin d'être rassuré, mais malgré tout, quand tu n'as pas joué pendant des mois comme ça, tu as quand même besoin de savoir où tu en es. Et là, il voit que très vite, il est compétitif. Il n'y a pas une grimace, que je regardais aussi physiquement. Il n'y a pas une grimace, il n'y a rien. Déjà, le plus important, c'est ça. C'est ce que disait Georges. Il a pris le temps. Il était revenu trop vite l'année dernière. Clairement. Et on peut comprendre, c'est dur. Enfin, il avait envie de rejouer, mais je pense qu'il a vu avec son équipe, quand il est revenu début août, fin juillet, début août, que non, il n'était pas prêt. Donc ensuite, il a vraiment pris le temps. C'est ce qu'il fallait. Il est très jeune, Arthur Fils, le temps travaillait pour lui. Peu importe qu'il soit absent 2 mois, 3 mois, 6 mois, tout ce qui comptait, c'était de revenir et de pouvoir jouer à 100% durablement. Durablement, on verra, mais en tout cas, là, il n'y a aucune alerte. Il joue en toute liberté, physiquement, c'était le plus important. Après, tennistiquement, je trouve ça hyper encourageant. J'adore le voir jouer. C'est très solide. Il est beaucoup moins fougueux qu'avant, quand il a commencé. Il est posé. Il était très posé. Après, la finale, honnêtement, oui, alors prendre 1 et 2 en 50 minutes, c'est violent. Mais bon, c'était Carlos Alcaraz. Je veux dire, tout le monde dérouille contre Carlos Alcaraz. Et c'est pas ce qu'on lui demande ou ce que lui il doit attendre de lui-même pour l'instant. Chaque chose en son temps. Il y aura des moments plus compliqués parce qu'il n'est pas encore remonté au classement. Donc il va peut-être se prendre des tournois là en mars, des Masters 1000 où dès le début il va devoir jouer des top joueurs. Donc il faudra pas forcément s'inquiéter s'il disparaît assez vite et peut-être que s'il a un bon tableau il pourra aller loin. Mais Lechka, Mensik, il a battu des solides. Puis là, c'est sûr. Donc mais encore une fois, il faut voir le temps long, quoi. Il faut se projeter dans plusieurs mois. Le classement, il montera, il descendra. Mais franchement, quand on voit ce qu'il a fait là depuis son retour, et notamment à Doha, il était 14e mondial l'année dernière au plus haut au printemps. Il retrouvera très vite ces niveaux-là de classement parce que ses résultats reviendront. Donc ça, c'est pas une inquiétude. Pour moi, c'est très encourageant pour l'instant ce qu'il a montré depuis son retour. Ouais, les ingrédients sont là. Les ingrédients du tout top niveau sont là. Il sert bien, il est physique, il retourne très très bien. Je trouve qu'il a aussi progressé quand même en revers. Encore une fois, lui aussi, il faut qu'il aille un peu plus vers l'avant pour finir à la volée. Là, il y a un petit peu de progression encore sur soi, mais tout est bien et il est intègre physiquement, ce que disait Laurent, c'est ça le plus important. Tu parlais de Goran, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Alors, c'est un style de jeu, celui à l'époque de Goran Ivanisevic, qui est très opposé à celui d'Arthur Fils, mais c'est un entraîneur qui a fait ses preuves. Il a emmené Marin Cilic vers son premier et seul titre en Grand Chelem à l'US Open 2014.
Et puis, il était avec Novak Djokovic. Il a aussi appris à travailler avec les meilleurs. Et bah, je trouve que ça peut vraiment être un plus. On va voir si ça dure, comment ça se passe, parce que on connaît le tempérament de Goran aussi. Mais c'est bien. Ça, c'est une bonne chose d'avoir un joueur, un ancien grand joueur comme ça, accompagner un Français. Je dirais que c'est d'autant mieux que je pense que Goran, en tant que coach, il a encore appris avec les années passées avec Djoko, au bord de Djoko. Vivre avec un champion comme Djoko, pour un entraîneur, c'est un peu un rêve, parce que Djoko va aussi lui transmettre des choses qu'il va pouvoir utiliser après. Après, il a un style de jeu très particulier, donc je pense qu'il est suffisamment intelligent pour laisser complètement Arthur dans sa filière, mais lui amener les trucs à lui, notamment sur le service, qui était quand même son arme, et sur un tennis plus bref, je dirais, plus sur 2-3 coups de punching. La mayonnaise peut se faire extrêmement bien. Puis je pense que Arthur a beaucoup de respect pour lui en plus. Voilà, donc ça doit jouer d'avoir un entraîneur qui a tant gagné et qui a gagné un grand chelem. On l'écoute d'autant plus, vous voyez. Puis je pense qu'il ne va pas être dans le confort avec Goran Ivanisevic, parce que c'est quelqu'un qui aime bien dire les choses, notamment à ses joueurs. Donc, il va lui apporter ça, au-delà du service, évidemment, le vécu. C'est vrai qu'on a tendance à oublier un petit peu quand même, tu fais bien de le rappeler, Romain, qu'il a été le coach qui accompagnait Marin Cilic quand il a gagné son Grand Chelem en 2014. Parce que c'est un peu facile, presque comme raisonnement, de se dire bon, ok, il était le coach de Novak Djokovic. Oui. Tout le monde aurait réussi. Tu aurais été le coach de Novak Djokovic ou moi, il aurait continué de gagner des grands chelems. Et puis là, on le voit avec Alcaraz, Ferrero et puis là, il gagne quand même. Mais inversement, si un type comme Novak Djokovic a gardé aussi longtemps un Goran Ivanisevic auprès de lui, c'est qu'il lui a apporté quelque chose. Je pense que c'est un signe d'ambition aussi de la part d'Arthur Fils, qu'il aille chercher un ancien grand champion comme ça, qui a coaché des grands joueurs. Qui a mis du temps à aller gagner son plus, grand oui. chelem. Donc je pense qu'il peut lui apporter sur plein de choses, et notamment sur son exigence. Ivanisevic comme coach, je pense qu'il est peut-être encore plus exigeant qu'il l'était comme joueur. Il avait parfois dans une partie de sa carrière cette image de joueur un peu, je dirais pas dilettante, mais un peu foutraque par moment, Goran. Alors que comme coach, j'ai l'impression qu'il est très différent. Et ça va lui faire du bien, je pense. Et moi je rajouterais une chose à ce que tu disais qui est intéressant, c'est-à-dire que Fils, il a choisi Goran Ivanisevic parce qu'il met la barre très haut, mais d'un autre côté, Goran, il ne va pas entraîner n'importe qui. C'est vrai. Et si Goran accepte d'entraîner Arthur, c'est qu'il voit dans Arthur une possibilité de l'amener très haut. Sinon, il ne va pas s'embêter. Il part avec une bonne base entre les mains, mais il y a du boulot à faire aussi, c'est intéressant. Bien sûr. Voilà, les deux risquent de très bien matcher, à suivre. Il n'a coaché avant Arthur Fils que des top 10, Goran Ivanisevic. On va aller vers le top 10. Est-ce qu'Arthur Fils peut être top 10 à la fin de cette saison? Parce qu'aussi, il a peu de points à défendre sur la fin, mais on sait qu'il en a le potentiel. Mais ce top 10, il est de plus en plus solide quand on regarde le nombre de points, mais même les joueurs qui y sont à Musetti. On ne parle pas des 4 dont on a déjà parlé, les 4 devant avec Zverev et Djoko et nos 2 monstres, mais derrière, il y a du Musetti, il y a les 2 Américains, Shelton et Fritz, qui sont solides, un Félix Auger-Aliassime, qui est lui aussi plus, et Alex de Minaur, qui est valeur étalon du top 10 depuis pas mal de temps maintenant. Est-ce qu'il peut faire partie de ces gens-là, entre 5 et 10 il a le niveau pour, mais est-ce que eux, ils ne sont pas un petit peu au-dessus en ce moment? Pour l'instant, ils sont certainement un petit peu au-dessus. Il faut que Arthur gagne plus de matchs à ce niveau-là, à la fois pour, bien sûr, prendre la confiance et accepter le fait qu'il a le niveau. Et que, ça, je pense que dans sa tête, il le sait, mais il faut que ça se vérifie sur le terrain. Il l'a dit en interview qu'il fallait qu'il arrive à gagner les matchs quand il jouait moins bien. Tout à fait. Il savait qu'en jouant bien, il allait battre la plupart des meilleurs joueurs du monde. En jouant moins bien, il lui manque encore ça. C'est ce qui fait la saison d'un joueur, c'est être capable de bien jouer. Moi, j'ai toujours en tête cette réflexion d'un vieux champion qui s'appelait Henri Cochet. Et Henri Cochet disait une chose que j'ai trouvée très juste. Il disait, tu sais, Georges, dans l'année, il y a peut-être 5 matchs où je me sens très bien et il ne peut rien m'arriver. Le reste du temps, il faut que je compose avec un adversaire qui me gêne, un gaucher qui sert bien, du vent, de la pluie, je ne suis pas bien. Et malgré ça, il faut gagner. Et c'est très juste. Et effectivement, Arthur, il faut qu'il apprenne à gagner en jouant moins bien. Après quand il joue très haut, on va voir la suite, mais je pense qu'il a les armes pour battre ces joueurs-là. Top 10
Ouais, l'année dernière, il y a eu beaucoup de turnover, beaucoup de joueurs qui sont entrés dans le top 10 pour la première fois l'année dernière. Il y a eu Mouzetti, tu en as parlé, Shelton, Bublik en fin de saison, Oji Aliassim qui est revenu. Là, je dirais pas que c'est verrouillé, mais ces joueurs-là, ils sont performants quand même. Ils sont réguliers surtout. Ils ont pas des périodes dans l'année où ils disparaissent pendant 2 mois, 3 mois. Donc là, je pense que les places sont plus chères qu'il y a un an. Il y avait Draper aussi qui était entré en top 10. Bon, lui, il en est sorti pour des questions physiques. Mais pour arriver à ce niveau-là, il va falloir qu'il retrouve la constance qu'il avait au printemps l'année dernière, quand il était tout le temps en quart de finale là, de Masters 1000, en demi à Barcelone. Et puis, il faudra à un moment donné franchir un cap dans les grands tournois, en Grand Chelem, ce qu'il n'a pas encore fait. Je rajouterai une chose parce que ça me parle. J'ai commenté encore Auger Aliassim hier. Je prends l'exemple d'Auger Aliassim et je vais prendre en comparaison un Tsitsipas qui a été longtemps dans le top 10. D'un côté, vous avez un joueur qui a énormément progressé côté revers. Parce qu'Auger Aliassim, avant, sur le revers, il y avait beaucoup. Mais maintenant, comment il joue en revers ? Et je pense que ce que dit Laurent, la force de ce top 10, et Auger Aliassim en est un exemple, c'est la solidité et le fait qu'il n'y a plus de points faibles. Ces gars-là, ils n'ont pas de points faibles. Vous prenez un demi-nord, ok, il manque un tout petit peu de puissance par rapport au meilleur, mais il n'y a pas de points faibles, il est dur à battre. Ouais, pour moi, demi-nord, c'est vraiment le joueur qui est top 10, qui ne sera jamais top 2, top 3. Exactement. C'est l'impression que j'en ai. Mais vous voyez, pourquoi un Tsitsipas, il a dégringolé, au-delà des problèmes de santé, peut-être un peu de problèmes dans la tête, mais il a toujours une vraie faiblesse en revers. Là, vous prenez les top 10, je répète ce que j'ai dit, à Auger, pourquoi il est monté top 10 et que visiblement il est bien installé maintenant là-dedans, c'est qu'il n'y a plus de faiblesse dans son jeu. Vous le prenez partout, ça tient, quoi, c'est solide. Hein, et Arthur, il a ces armes-là, il faut maintenant qu'il sache qu'aucun complexe contre ces gars-là, il faut qu'il en rencontre plein. Et puis, la route va se faire toute seule. Et le top 10, ça peut être un passage pour plus haut pour lui, selon toi Parce qu'on a quand même l'impression que tous ceux qui sont là, ils sont installés, mais ne peuvent pas vraiment viser beaucoup plus haut, en tout cas aller titiller la place de numéro 1. Il y a d'autres trois gouttes. Chaque chose en son temps, quoi. Là, avant de savoir s'il peut un jour gagner un tournoi du Grand Chelem ou je sais pas. C'est son objectif. Lui, il l'a dit, parce qu'on parle des Français qui n'osent pas forcément dire. Lui, il y va, il encore heureux. Enfin, si son objectif de carrière, c'est de rentrer un jour dans le top 10, non, je pense qu'il a un potentiel et il a conscience de ce potentiel-là. Il a envie de travailler pour y arriver. Maintenant, là, il revient après 6-7 mois, en gros, où il n'a pas joué. Ouais, quasiment 8. Déjà, il faut qu'il retrouve sa place sur le circuit, ce qu'il est en train de faire. Il est pour moi là où étaient des gars comme Mouzetti ou Shelton ou Bublik il y a un an. Un peu moins pour Bublik. Mais il faut qu'il passe un cap. Et ça passera à un moment donné par des grosses victoires et des grosses perfs. Mouzetti, ça a été des demi en Grand Chelem, des finales de Masters 1000. Draper a gagné un Masters 1000, puis il avait fait une finale. Ça passe par là. Arthur, avant de se blesser, il n'en était pas tout à fait là encore. Il avait gagné en constance, mais il lui manquait encore d'aller chercher un très gros résultat dans un très gros tournoi. Mais j'ai aucun doute, honnêtement, sur le fait qu'il ait ça il avait gagné, dans la tête et dans la raquette. Il avait gagné 500, hein, le meilleur tournoi. Oui, il a gagné un 500. Il en a gagné 2 même. Ouais. Et quand tu gagnes à 20 ans un 500 en allant battre Zverev chez lui, à Hambourg. Ouais. Après un match quand même assez épique, c'est que tu as quand même quelque chose, quoi. Donc, tout à fait. Non, il y a le top 10, il y sera un jour, Arthur Fils, sauf s'il a des très, très, très gros problèmes physiques. Mais là-dessus, j'ai pas d'inquiétude. Ça viendra. Est-ce que ça viendra cette année ou dans 1 an ou dans 2 ans? J'en sais rien, mais ça viendra. On parle de Moïse Kouamé pour terminer. On a le droit? Bah oui. Il faut demander à Mahu. Ouais. non, mais on a envie d'en parler parce que Arthur Fils, c'est l'avenir du tennis français, Arthur Fils, mais Moïse Kouamé peut-être aussi. Il rentre dans le top 400, c'est le plus jeune joueur dans le top 400. Et il vient de faire une demi-finale à Lille, où il a perdu contre Lucas Van Haché. Mais qui a gagné le tournoi. Comment ? Qui a gagné le tournoi. Parlons de lui, mais aussi de son entourage, de son accompagnement. Je sais qu'il est suivi par Richard, que vous connaissez bien. Bien sûr. C'est une bonne chose, ça. C'est une très bonne chose. Je veux dire, on ne peut pas rêver mieux. Alors, il a eu plusieurs entraîneurs. Hein. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles ça s'est terminé. Est-ce qu'il pensait qu'ils n'étaient pas suffisamment ambitieux ? Est-ce qu'il pensait qu'ils ne lui amenaient pas suffisamment de choses ? C'est à la fois bon et pas bon.
mais il faut savoir un peu le contenu du différent de tout ça. Si c'est parce que ses entraîneurs n'étaient pas assez ambitieux, voyaient pas assez loin pour lui, il a peut-être eu raison de changer. Si c'est d'autres raisons, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la structure qu'il a actuellement, qui vient d'évoluer il y a peu de temps, puisque c'est Laurent Raymond qui s'occupe de lui maintenant, l'entraîneur de Coupe Davis, mais qui est un entraîneur confirmé, qui a eu de super résultats avec beaucoup de joueurs. Avec Arthur Fils, d'ailleurs, notamment. Oui. Couplé avec Richard, comme conseiller, sparring, qui lui amène son expérience, qui lui amène plein de choses. Oui, tête d'affiche à 16 ans, il connaît. Ça aussi, il peut l'aider. Exactement. Pour moi, c'est un bon duo. J'espère qu'il va le garder le plus longtemps possible. Ouais, tu disais le côté sparring est bien aussi d'avoir Richard, parce qu'il joue avec quelqu'un qui a du répondant. De qualité tout le temps, c'est important. Ça, quand on arrive dans les tournois, des fois, trouver quelqu'un pour faire un entraînement de 2 heures la veille des matchs, il n'y a pas tous les joueurs qui le veulent, il faut le trouver. Là, il a toujours Richard avec lui, donc c'est bien. Après, je pense que c'est un garçon très ambitieux. Il est dur avec lui-même et il attend beaucoup de ce que le tennis peut lui apporter et doit lui apporter. Ça c'est une très bonne chose. Je ne l'ai pas vu beaucoup jouer récemment. Visiblement, il évolue vite et bien, puisque sa progression, quand même, elle est intéressante. Complet, déjà. Il est complet dans ce jeu, il tape fort, il va vite physiquement. Lui aussi a eu le même problème qu'Arthur au niveau du dos. Visiblement, ça s'est bien réglé, mais enfin, il faut faire attention. Faut surveiller ça, faut surveiller sa programmation. Faut peut-être pas qu'il joue excessivement trop encore pour l'instant. Et il est sur, pour moi, il est sur de bons rails. Voilà, laissons-lui du temps. Et comme disait Mahu, peut-être pas parler de lui toute la journée. Mais nous, c'est normal, le débat était intéressant. Oui. Mais il faut pas qu'il soit over médiatisé non plus. Non, mais pourquoi on parle de lui ? On parle de lui parce que factuellement, il est de 2009, c'est le joueur le plus prometteur et le plus en avance de cette génération-là. Au-delà du fait qu'il soit français, partout dans le monde. C'est le joueur le plus jeune dans les 1000 premiers du classement ATP. Et lui, il n'est pas 950e, il est aujourd'hui déjà dans les 400. Moi, il me rappelle aussi un petit peu, je ne parle pas en style de jeu, mais ce que j'avais vu avec Félix Auger-Aliassime, quand j'avais vu Félix pour la première fois à 14-15 ans. Ce qui me frappait, c'est qu'il faisait plus vieux que son âge dans sa façon de jouer et dans sa façon d'être et physiquement. Et je retrouve un petit peu ça chez Moïse Kouamé. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va devenir numéro 1 mondial et qu'il gagnera 25 ans à du Grand Chelem ? Bien sûr que non. La preuve, c'est que Félix Auger-Aliassime, qui a été encore plus précoce que ça, parce que Félix, lui, il gagnait des matchs en Challenger à 14 ans, et à l'âge de Moïse Kouamé, il avait déjà gagné 2 titres en Challenger. Et il rentrait dans le top 100 à 17 ans. Pas dans le top 400. Donc, c'est pas historique ce qu'il fait en termes de précocité, Moïse Kouamé. Mais il est doué, il est précoce, il a des armes, mais ça ne garantit absolument rien pour l'avenir. Qu'est-ce qu'il deviendra ? J'en sais rien, personne n'en sait rien, même lui ne le sait pas, mais il est doué, il est ambitieux, il bosse, et on verra ce que ça donne. Je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire, mais moi ça me fait penser à Gabriel Debrue un petit peu, parce que Gabriel Debrue, il y a 15 ans, il gagne Roland Junior, face à Arthur Fils d'ailleurs, et derrière, là, il est reparti aux États-Unis maintenant. Reprendre ses études. Mais lui aussi a peut-être eu cette pression médiatique. Oui, alors Gabi, c'est un petit peu différent parce qu'il a été blessé. Il a eu un gros souci au poignet gauche, donc pour son verre à 2 mains, ça lui a posé pas mal de problèmes. Il a un frère qui étudie aux États-Unis. Et je ne sais pas, il a travaillé avec la Fédération française de tennis. Après, il est parti en Italie. Visiblement, c'est un peu dur pour lui, tout ça. Mais pour beaucoup, ces sollicitations médiatiques à 16 ans sont forcément difficiles. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Debrue, il y a des moments où on se demande si sa priorité, c'est le tennis. Kouamé, il vit que pour le tennis. Debrue, il a d'autres choses qui l'intéressent, notamment les études. Il est brillant en études. Laissons-le aller aux États-Unis. Je ne sais pas avec qui on parlait de ça. Je crois qu'il y a 22 joueurs. Je crois qu'il y a 22 joueurs dans le top 100 qui sont passés par les universités américaines. Voilà, donc c'est Valentin Vachereau. On peut continuer à avoir des ambitions tennistiques en allant dans une université américaine. Les conditions sont assouplies. On peut jouer beaucoup plus de tournois professionnels qu'avant.
Voilà, donc je dirais, oublions un peu de bruit pour l'instant et voyons dans 2 ans où il en est. Merci messieurs, c'était un plaisir. Merci, Romain. On a Partagé. parlé de pas mal de choses et on reparlera de nos Français, d'Arthur Fils, de Moïse Kouamé. Dans les semaines à venir, ce sera Thomas Morel. La semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Salut. Salut.